Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro du Club de la Presse. Ce soir, nous ferons un point des élections d'hier, l'ambiance électorale, les résultats. Nos consultants vont analyser ces partiels, des analyses attendues également sur cette conférence, la COP28 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Pour ce soir, nous recevons des confrères, essentiellement ce soir. Nous commençons par Saint-Claver Oula, qui est journaliste. Et juste après Saint-Claver, Lanciné Bakayoko est avec nous ce soir. Nous avons également le plaisir de recevoir Jérôme Ndris, qui est journaliste au quotidien Le Nouveau Réveil. Félix Boni également ce soir avec nous. Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Bienvenue dans le Club de la Presse. Hier samedi, les électeurs étaient aux urnes dans 9 communes et une région. Les résultats aussitôt connus, les premiers commentaires avec Davy Soyo et on se retrouve. Les résultats des élections partielles du 2 septembre dernier sont connus. Les indépendants se taillent la part du lion. Les sans-étiquette politique glanent 5 sièges au municipal. Il s'agit des communes de Tia-Salé, Sarala, San Pedro, Dabakala et Goïtafla. Le Rassemblement des Oufoutis pour la démocratie et la paix se positionne à la 2e place. Le RHDP rafle 2 sièges au municipal et 1 au régional. Ce sont les communes de Kumbala, Kouibli et la région du Guémon. Le PDCI RDA remporte 1 siège. Il s'agit de la mairie d'Oumé. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire est le grand perdant de ce scrutin. Le PPACI n'obtient aucun siège. Seul le résultat de la circonscription électorale de Ferkessédougou demeure pour l'heure indisponible en raison des incidents qui ont émaillé le bon déroulement du scrutin dans cette localité. Incident marqué par l'incendie du siège de la commission électorale indépendante locale. Par contre, dans le reste du pays, les élections se sont déroulées sans véritable accroc, même si l'engouement de l'élection précédente n'était pas au rendez-vous. Alors, messieurs, en observateur évidemment averti, vous avez suivi cette élection d'hier, en commençant par Jérôme Ndri. Quel est globalement le regard que vous faites de ces partiels? Bon, on peut se satisfaire déjà pour l'organisation de cette élection. Au niveau de 10 localités, je pense que cela s'est passé dans le calme. Hormis faire qu'il y a eu quelques grabuges, généralement ça s'est passé dans le calme. Et le taux de participation quand même oscillait entre 40 et 45%. Je pense que c'est déjà bon. C'est déjà bon. Les populations sont sorties pour voter. Il n'y a pas eu grand changement. C'est pour le constat qu'on peut faire. Il n'y a pas eu grand changement. Ceux qui avaient gagné pour le 2 septembre, certains ont réédité l'espoir. Bon, donc on peut dire que l'élection s'est bien passée. Félix Boni. Oui, je me réjouis également de ce que tout se soit passé dans le calme, mais je tire 2 leçons fondamentales de ces scrutins. On se rend compte que, encore une fois, les indépendants s'imposent. Et Jérôme parlait tantôt du taux de participation. Quand on regarde le taux de participation par l'endroit, alors moi, la conclusion que je tire de ce niveau de taux de participation et de la razzia des indépendants, c'est que les partis politiques ne font plus rêver les Ivoiriens, ils n'arrivent plus à mobiliser les Ivoiriens. Et de plus en plus, les gens se dirigent vers des gens indépendants, des personnes dans lesquelles ils se reconnaissent encore davantage, parce que vous avez bien vu que toutes les formations politiques avaient des candidats à ces élections. Alors j'ai regardé les résultats des différents partis politiques. Alors il y en a des partis politiques qui ont vraiment mordu la poussière, ce qui fait dire que les partis politiques ont encore du pain sous la planche, parce que pour 2025... Vous pensez à qui? Je pense à tous les partis politiques, parce que même le RHDP n'a pas pu avoir suffisamment le parti au pouvoir n'a eu que les élections à Kouibli, c'est-à-dire le siège de Kouibli, et le régional de Kouibli et Kumbala, le Guémon plutôt, le régional du Guémon et Kumbala comme résultat sur les 10 sièges, ça veut dire à environ 30% des voix. Alors l'opposition s'en sort à peine avec Oumé, uniquement pratiquement le PDCI qui gagne un siège à Oumé.
En dehors de ça, le PPACI n'a rien gagné. Ça veut dire que chacun se sait déjà en difficulté. Et regardez parfois des partis politiques, non des moindres, le PDCI ou le PPACI, ont eu des résultats qui donnaient vraiment à réfléchir. Ça veut dire qu'il faut revoir carrément les logiciels pour savoir ce que veulent les populations, pour leur proposer quelque chose de vraiment important par rapport à 2025 dans quelques 24 mois, et que ce soit le parti au pouvoir ou les partis d'opposition qui sachent que les Ivoiriens ont besoin d'être suffisamment convaincus et ils ne mobilisent pas. Saint-Claver. Moi, ce que je note, c'est que ces partiels ont mobilisé un certain nombre de personnalités, notamment proches du pouvoir, qui ont accompagné les candidats issus de leur parti. On a vu, par exemple, dans le Guémont, où le président du conseil régional sortant, Seredo, qui a bénéficié de l'appui de tous les grands cadres du parti pour que ses adversaires en interne puissent basculer en sa faveur. Il y a eu la présidente du Sénat, Kandia Camara, il y a eu la ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, il y a eu même Amédée Kouakou et le ministre Assaoré qui étaient dans la zone, qui ont mobilisé un tant soit peu, soit les parents du centre et autres, pour voter leur candidat. Et je pense que cela a quand même pesé dans la balance. Et puis, en dehors de cela, il y a eu sur dans les autres contrées une razzia des indépendants, comme il a si bien dit tout à l'heure mon confrère, qui ont gagné ces élections, qui ont réédité l'exploit. Je veux dire, par rapport aux élections précédentes qui ont été annulées, ils sont venus confirmer, comme par exemple à Tia-Salé, avec notre confrère Assalé Timoko, que je félicite au passage, qui a démontré sa popularité dans la zone et qui a battu un candidat, et non des moindres, du RHDP. Et donc, ce qu'il faut noter, c'est que les choses se sont déroulées dans le calme et que, malheureusement, il y a eu le cas de Ferké où les grabuges ont débouché sur l'incendie de la... Nous allons y revenir, oui. Lanciné. Bon, moi, je pense que l'élection régionale et municipale se sont déroulées dans des assez bonnes conditions. C'est vrai qu'il parle de Ferké-Sédougou où il y a eu des incidents, mais il faut dire que ces incidents sont survenus après les opérations de vote. Donc, c'est tout à fait normal, c'est pas illogique. Maintenant, Félix a parlé de la razzia des indépendants. Il faut dire qu'ici, en Côte d'Ivoire, les indépendants ne sont pas aussi indépendants que ça. Je veux dire que ce pas des indépendants qui sont à équidistance des chapelles politiques. En général, c'est des indépendants qui sont frustrés pour n'avoir pas été désignés par leur parti, en général. Il y a quelques exemples d'indépendants vraiment comme Assalé, comme Jarvis, mais globalement, ce sont des indépendants qui sont encartés déjà dans des partis politiques. Mais moi, ce que j'ai trouvé un peu rédhibitoire, c'est un peu le cas de San Pedro. Alors, je pense qu'il y a eu un manque de cohérence là-bas avec le candidat du parti au pouvoir, désigné par le parti au pouvoir, et les plus hauts cadres de la parti, M. Félix Anoblé, et le maire sortant. Et le maire sortant, et qui avait été désigné par le RHDP au pouvoir, mais qui n'a pas été soutenu par les hauts cadres de l'administration. Et ce qui est d'autant choquant, c'est que... les hauts cadres du parti ou les hauts cadres du parti. Je vais parler de Philippe Léglé, par exemple, qui est allé ouvertement apporter son soutien à la candidature indépendante à San Pedro. Moi, je trouve ça un peu gênant. Ça fait déjà que la population était déjà de plus en plus réticente vis-à-vis de la politique, mais ça, ce n'est pas fait pour assurer les populations qui, aujourd'hui, peuvent considérer cela comme une sorte de casus belli. Et je pense que ça, c'est des choses qui doivent être combattues. Et puis, la situation est beaucoup plus importante parce qu'il a fait endosser cette candidature indépendante par le président du parti et le président du directoire du parti, en expliquant que c'est la candidature indépendante qui était la candidature du président Alassane Ouattara et de Gilbert Koné Kafana. Moi, je trouve cela gênant. Et je trouve cela gênant parce que déjà à Divo, ça s'était déjà passé, où des membres du parti au pouvoir
notamment à Abobo, étaient allés supporter des candidatures indépendantes. Nous avons dit non. Et nous disons non également que Philippe Légré, qui est dans la haute direction, aille supporter au nom du parti une autre candidature. Est-ce que ce n'est pas curieux, justement, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir cette réaction ex nihilo? Non, mais oui. Ce qui même est grave, c'est que ça n'a pas été démenti ou on n'a pas eu de réaction de la direction, de la haute direction du RADP. Quand Philippe Légré a... Donc, pensez que c'est une stratégie globale? Non, c'est une stratégie. Je pense bien que ça a été monté de toutes pièces au niveau même du directoire du RADP. Parce que c'est étonnant quand même, comme l'a dit la CINE, c'est étonnant quand même d'aller se réfugier derrière une candidature indépendante de surcroît, une indisciplinée qui a été même sanctionnée par le parti, je crois bien. Mme Cissé a été sanctionnée par le parti. Et puis, le parti... Non, vous allez réagir, on va laisser terminer. Ça a été montré de toutes pièces. Légré ne peut pas se lever comme ça, seul pour aller soutenir... Ce serait quand même trop gros. Trop gros quand même. Et puis là encore, il n'y a pas eu de réaction. Au niveau de la direction, on s'est dit... Vous avez tous y réagi. Automatiquement, la direction du RADP était pour le choix de Mme Cissé. C'est vrai. Mais pourquoi ne pas le faire? Ça manquait un peu d'éthique au niveau de la démarche, en politique, un peu d'éthique. Et si le parti avait vraiment peut-être constaté que pour le maire sortant, c'était plus possible. C'était plus simple, il ne faudrait pas faire de la duplicité, Bakayoko. C'est une duplicité au sommet du RADP. Ce n'est pas parce que Philippe Légré, c'est pas quand même. Philippe Légré, c'est une haute personnalité du RADP qui va et qui officiellement devant des caméras filmées qui dit c'est la candidate du président Ouattara, celui-là, c'est celle-là, Mme Cissé. La candidate du président Kafana, c'est Mme Cissé. Alors, je pense que ça a été clair. Il fallait être honnête avec Anoblé Félix et qu'il retire sa candidature carrément ou qu'il aille en indépendant, que de le présenter à RADP et de présenter un doublon pour dire que c'est elle, la candidate de la hiérarchie, la haute hiérarchie, c'est-à-dire le sommet du parti politique, qui irait contre un candidat qui, dit-on, est adoubé par le président Ouattara ou le président Kafana. Moi, je pense que là où il y a un candidat qui est RADP, même si le candidat n'est pas aimé par tout le monde, le parti doit se mobiliser derrière ce candidat et que ce candidat puisse gagner, c'est pour le parti. Et tu parlais tantôt de candidature indépendante, non indépendante en réalité. Effectivement, quand je vois par exemple l'élection de Assarala, c'est vrai, il y a un indépendant qui gagne, mais moi je dis Assarala, c'est un combat RADP contre RADP. Ce sont des indépendants qui, dans la famille, où il n'y a pas d'adversité. Et c'est pareil aussi pour le cas de San Pedro. Pour le cas de San Pedro, il y avait des adversaires. Là où il y a près de 7 candidats à San Pedro, là où il y a 7 candidats, on ne peut pas avoir un candidat du parti et puis un pseudo-candidat du parti. Mais à Sarala, il n'y a pas d'adversaire. C'est une bataille fratricide. Pour ne pas dire une bataille, même pas fratricide, fraternelle, familiale. C'est-à-dire celui qui gagne, le siège revient au RADP. Parce qu'à Sarala, à Goïtafra, Naya, qui gagne également en indépendant. Voici des cas qui ne sont pas... C'est-à-dire, si on fait le décompte réel, le RADP ne gagne pas que 3 sur les 10. Le RADP se retrouve pratiquement à 5 sur les 10 parce qu'il y a des indépendants qui, en réalité, n'étaient pas vraiment des indépendants. Et là, je suis d'accord aussi avec ce que Bakayoko dit. Mais moi, je pense que le constat, il est clair. En conclusion, le RHDP, comme tous les autres partis, si vous voulez bien, est en train de reconnaître qu'il s'est trompé dans le choix des candidats. Parce que s'il n'y avait pas eu de reprise des élections, le RHDP aurait perdu un siège à San Pedro. Parce que à la reprise, le RHDP a constaté que Félix Anoblé, qui a été choisi comme candidat officiel du parti, n'est pas celui-là qui est préféré par ses militants et des sympathisants sur le terrain. Donc, après les oui, résultats. Bien sûr, après les résultats. Donc le RHDP se rend compte, en définitive, que la personne qui devait être choisie était Mme Cissé. D'où la mission, vous pensez? Voilà. La mission qui a été confiée aux responsables. Absolument, absolument. Donc ça, il faut le reconnaître aussi souvent pour dire que dans les partis politiques, il faudrait que les gens fassent des choix justes, des choix qui relèvent des attentes des populations de la base. Bon, moi, c'est vraiment ce que j'avais voulu ajouter. Bon, de toute façon, on a fait le débat ici sur le choix des candidats. Est-ce qu'il faut ouvrir à nouveau le débat là où on a vraiment tout terminé? Une réaction ici de Lanciné, et puis Jérôme, vous allez ensuite prendre la parole. C'est vrai que vous êtes en train de dire que le RHDP a fait preuve de réalisme en s'inclinant vers la candidature indépendante. Auquel cas, ça aurait pu être dit
clairement. Parce que moi, je pense que la politique, c'est vraiment le jeu des intérêts, mais il y a une question d'éthique aussi, une question d'exemplarité. Je ne vois pas qu'elle peut... Parce que le danger, c'est quoi? Ce sont les prochaines élections. Le président du parti ne peut pas avoir dit que toute candidature dissidente, il n'adhère à aucune candidature dissidente et qu'il sanctionnerait les candidatures indépendantes et même les commanditaires de ces candidatures indépendantes. Or, selon Philippe Légré, aujourd'hui, le commanditaire de cette candidature indépendante de Mme Cissé, c'est bel et bien ceux qui ont dit qu'ils vont sanctionner les candidatures indépendantes et leurs commanditaires. Non, moi je trouve là qu'il y a une sorte de duplicité et une sorte de manque d'éthique qui vient détériorer davantage le rapport que les populations ont avec la politique. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose d'un peu plus décent et ne soyez pas surpris qu'en 2028, que les gens fassent jurisprudence. Et que tout ça contribue à, si vous voulez, à aseptiser ou si vous voulez, à faire que les populations ne se reconnaissent plus dans les questions politiques. Et ça, ce serait un danger, d'autant que moi, je crois que la politique ne peut s'exercer que dans les partis politiques, je l'ai toujours dit. Oui. Et mais en même temps, le seul cas de San Pedro peut-il suffire justement à généraliser les choses de cette façon? La jurisprudence. Oui, d'accord, mais ça reste un cas. Pendant ces élections, il y a eu le cas du Guémon. Ouais. Dans le Guémon, Évariste Mbéambli, qui est candidat, a dû annoncer publiquement que je renonce à ma candidature, je me retire pour la candidature de Seredo. Vous verrez que Mbéambli n'aura récolté que 1 million de voix, là où les résultats précédents lui accordaient pratiquement, il arrivait pratiquement, je crois, d'ailleurs il se disputait la victoire avec Seredo. Cette fois-ci, il n'a récolté que 1 million de voix seulement, c'est-à-dire tous ceux qui se reconnaissaient en lui se sont reversés derrière la candidature de Seredo. Mais c'est le contraire qui se passe à San Pedro. Le contraire, là où Cissé Bakongo, sur un plateau de télévision, a annoncé que même ceux qui ont gagné en indépendant, ils n'ont qu'à prendre leur siège. On n'en veut pas. Alors que va-t-il se passer pour San Pedro? Est-ce que Mme Cissé va garder son siège? Jérôme? C'est une question de logique quand même au niveau de ces partis politiques, notamment au niveau de RHDP. Vous sanctionnez une personne dite dissidente. Et après, vous partez soutenir cette personne-là. Mais levez toutes les sanctions. Une simple logique, il faut lever la sanction de la personne parce qu'elle est encore sous sanction. La sanction n'est pas levée et la direction du RDP va soutenir cette dissidente. Mais vous n'êtes pas logique dans votre démarche. Vous n'êtes pas logique dans votre démarche. Comme la Sénat l'a dit, il y a une question d'éthique et de logique dans la démarche du RDP. Officiellement, comme l'a fait Mbéambli. Je pense que vous avez... Mais j'ai ouï dire que Anoble avait été approché pour lui demander de retirer sa candidature au profit de Mme Cissé. Il aurait refusé. Moi, j'ai ouï dire... Elle allait changer son étiquette. Ce n'est pas possible. C'est la question. Le processus était en cours. On a très peu entendu quand même Saint-Claver. Entendons-nous bien. Moi, je ne suis pas particulièrement bluffé par le bilan de la gouvernance de Félix Anoble à San Pedro, encore moins par la gestion de ces hommes. Je pense qu'il n'aurait pas dû être choisi pour être le candidat du RHDP. Mais sans doute pour être... Ça, c'est ton avis. Oui, mais nous sommes dans un débat d'opinion. Nous sommes dans un débat d'opinion. Vous n'êtes pas mon directeur de conscience. Donc, je veux dire, on peut comprendre que Anoble n'ait pas pu fédérer la majorité des populations de San Pedro, mais je dis qu'il y a une question d'éthique, il y a une question de décence. On ne peut pas être dans un parti politique, avoir choisi un candidat et pistonner un candidat qui vient contre son propre parti. Est-ce que la réponse n'est pas ce que Saint-Claver a dit, justement? Oui, mais je ne serais pas étonné que dans les jours à venir, le RHDP puisse faire ouvertement son mea culpa et que le RHDP puisse approcher ou, si vous voulez, lever les sanctions contre les indépendants et puis faire une remise en cause et prendre en compte un certain nombre d'éléments dans la désignation très prochaine des candidats, des candidatures pour les municipales, les régionales et puis les législatives. Parce que le constat sur le terrain, il est clair. Vous voyez, les populations aujourd'hui ont adopté une certaine mentalité par rapport à la proximité avec les candidats qu'on leur choisit. Quand vous leur choisissez un candidat en qui
elles ne se reconnaissent pas, c'est clair qu'elles vont le manifester dans les urnes. Ce n'est pas parce que c'est leur parti qui donne le mot d'ordre, mais elles vont le manifester. Et ça s'est vu au premier tour, bon, si on peut le dire ainsi. Absolument. Donc, il faut tenir compte de cet élément-là. Et je pense que c'est un élément aujourd'hui, comme je le disais tantôt, que les différents partis politiques, ce n'est même pas le RHDP seulement. Parce que quand vous voulez sanctionner, il faut voir si les sanctions que vous prenez ne vous desservent pas. Il ne faut pas sanctionner pour sanctionner, il ne faut pas sanctionner parce que c'est le président, c'est le chef qui a demandé de faire. Mais le chef, quand il demande de faire, quel est le retour? Il a quel retour? C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit parce que nous allons vers les échéances de 2025. Il faut avoir des hommes pour accompagner les différents candidats à la présidentielle de 2025. D'accord, alors, messieurs, je pense qu'il faut qu'on sorte quand même de San Pedro pour aller un peu plus au nord, si vous voulez bien, puisqu'on a le cas Ferké aussi. Les résultats, évidemment, sont attendus. Oui, parce qu'on ne les connaît pas. Des situations peut-être pas encore bien claires. Jérôme Dri, est-ce que vous avez des dernières informations? J'ai été un peu surpris quand même par le cas de Ferké. J'étais, il y a 2 ou 3 semaines en arrière, à la CEI, le jour où le président de la CEI remettait les spécimens aux différents candidats. Il avait mis en garde, fait une mise en garde sévère par rapport à tous ceux qui allaient s'attaquer au matériel ou au personnel de la CEI. Il a même donné des cas de Toumoudi, Sansandra, où des personnes ont été sanctionnées parce que ces personnes-là sont attaquées au matériel et au personnel de la CEI. Mais ce qui s'est passé à Ferké, ça peut nous amener à nous interroger. Pourquoi la CEI n'a pas pris assez de dispositions pour éviter un tel cas, sachant que c'était des zones chaudes au niveau de ces reprises de ces élections? Parce qu'on avait quand même des zones chaudes comme Tia Salé, Ferké. Il fallait quand même prendre des dispositions pour éviter ces cas. Malheureusement, c'est arrivé. Est-ce qu'on ira encore pour on va dire, troisième tour? On ne sait pas. Mais c'est vraiment c'est décevant et pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Quand on voit ces images, il fallait prendre des dispositions pour éviter que ce genre de cas arrive. Bon, j'espère que la CEI, on sera très regardant dessus. La CEI va approfondir les enquêtes pour qu'on ait les auteurs de ces cas-là, pour qu'ils soient sanctionnés et que cela serve d'exemple pour les futures élections. Félix Boni. Mais je crois que ce qui s'est passé à Ferké, c'est la tache noire de la reprise de ces élections, parce qu'on ne pouvait pas quand même imaginer que pour une dizaine de circonscriptions, on puisse avoir un tel incident qui vienne entacher, j'allais dire, la bonne tenue des élections qu'on constate sur le territoire ivoirien depuis 2021. On a eu des législatives sans le moindre heure. Il n'y a même pas eu un seul bulletin déchiré nulle part sur l'ensemble du territoire. On a eu ces élections locales qui se sont déroulées tranquillement et les résultats ont été donnés. Alors ce n'est pas la reprise, juste la reprise avec 10 petites circonscriptions qui vont nous donner cette page noire, j'allais dire tache noire dans le déroulement des élections en Côte d'Ivoire. Mais ce qui est certain, je crois que les dispositions certainement ont été prises. Et il faut condamner ce qui s'est passé et demander que lumière soit faite, parce que je crois que on était à un niveau de dépouillement de scrutin à faire que lorsque ce qui s'est passé a dû se produire. Certainement, c'est des mauvais perdants, éventuellement, qui sont allés pour violenter, j'allais dire, le siège de la CEI, pour éventuellement amener la CEI à encore annuler ce scrutin dans cette zone. Et si c'est le cas, que les responsabilités soient situées et que ces auteurs soient sévèrement punis. Et si les résultats de ces élections étaient à un certain niveau, que la CEI a pu sauvegarder les résultats, il faudra que ces résultats soient donnés et que si ces perdants sont dans un camp ou dans l'autre, et qu'il faut que leur défaite soit proclamée pour qu'ils en apprennent de leurs erreurs. Parce que ce n'est pas vraiment intéressant que face à sa déchéance, qu'on aille violenter les agents de la CEI qui sont des personnes innocentes pour juste faire reprendre ces élections. Je précise que pour que les élections soient reprises, dans certaines zones, il y a des candidats, il y a des formations, il y a des candidats dont les partisans sont allés juste casser 1 ou 2 urnes dans leur village, ceci à faire reprendre les élections. Je parlerai quelque part de Diabakala, dont le jeune a repris les élections et a gagné brillamment encore les élections. On lui a spolié sa victoire qu'il proclamait lui-même, qu'il réclamait à cette époque,
Tout simplement parce que 2 urnes ont été cassées dans le village d'un haut cadre d'une formation politique de la place. Ce sont des choses qui ne sont pas intéressantes. Il faut situer les responsabilités et qu'il y ait des personnes qui en payent le prix pour que ça serve d'exemple pour les prochaines élections. Saint-Claver. Oui, moi je pense qu'il fallait vraiment prendre toutes les dispositions au niveau des Ferkey. Il fallait quadriller l'environnement dans lequel se trouve le siège de la CEI. Parce que, vous savez, cette zone, c'était dans cette zone-là que l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a été élu député. Et c'est en quelque sorte une zone qui est son bastion et où il a beaucoup de partisans, si bien qu'il y a eu des élus là-bas qui étaient proches de lui. Donc du coup, avec ce qui se passe dans le pays, l'actualité, ces partisans qu'on dit être traqués ici et là, tout ça, et puis bon, au niveau des faits que, concernant cette reprise-là, il fallait prendre des dispositions parce que la première fois qu'il y a eu des élections, il y a eu des problèmes là-bas et celui qui était en cause était l'un de ses proches. Et donc, pour la reprise, je pense que la CEI devait vraiment prendre toutes les dispositions. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'on était au stade du dépouillement quand c'est arrivé. Mais quand il y a eu toujours grabuge, ou bien quand il y a eu des problèmes et qu'on reprend des élections, il faut vraiment prendre toutes les dispositions. Moi, par exemple, j'étais sur le terrain au niveau de Bangolo, j'ai vu un déploiement de forces de l'ordre et autres pour dissuader un certain nombre de pratiques et les choses sont allées jusqu'à leur terme, même s'il y a vraiment des choses à reprocher dans cette zone, mais il y a des dispositions qui étaient prises. Donc je pense que c'est vraiment dommage pour ce qui est arrivé à faire que je ne sais pas si les élections seront reprises ou comme le disait tout à l'heure Félix Boni, si la CEI a pu sauvegarder les résultats. Je pense qu'il faut continuer de les proclamer. D'abord, je voudrais dire que ce qui arrive à faire que oui peut être regrettable, mais au regard des efforts de la CEI, je peux considérer ça un peu comme un épiphénomène. Alors, parce que pour brûler un siège ou bien pour poser des actes de cette nature, même avec un demi-litre de carburant, ça peut se faire. Même un enfant de 15 ans avec ne serait-ce qu'un demi-litre d'essence peut provoquer ce type d'incendie. Donc, je ne veux pas qu'on cherche à discréditer la CEI ou bien qu'on le touche au bistouri pour dire qu'elle n'a pas fait son travail. Je pense qu'elle a fait son travail et que ce qui est arrivé, c'est quand même un épiphénomène. D'autant que Ferkey n'était pas la seule zone chaude. L'incendie d'un siège de CEI, c'est un épiphénomène. Oui. Non, je suis pas, ne me donne pas l'impression que je minimise, mais je vais dire, quant au prorata du travail abattu sur l'ensemble du territoire, on ne peut pas dire que la CEI, on ne peut pas condamner la CEI pour ce seul fait-là. Parce que d'abord, si la CEI avait utilisé d'autres manières fortes aujourd'hui, on aurait traité la CEI peut-être d'une institution. Pas des dispositions aussi. Oui, des dispositions. Vous croyez qu'une zone comme la zone du Guémon était une zone facile? Pour le litre de carburant, il faut le payer quelque part, Il faut le transporter, traverser jusqu'à arriver au mur pour pouvoir l'arroser et allumer la bûche. Et vous pensez que les stations du La grande ville de Dakar, lorsqu'on veut empêcher les choses, on empêche même la vente. n'ont pas été fermées. Non, s'il vous plaît, je sais. Les stations du Guémon, où c'était aussi une zone difficile, avec Bio, avec Payi-Eloi, avec Seredo, c'était une zone extrêmement difficile, mais on n'a pas eu besoin de... Mais Sarala aussi. D'ailleurs, Sarala, c'était... Bamba Sendou et Kanaté Madou. Oui, mais dispositions étaient prises dans cette zone. Je veux dire, ce qui est arrivé, c'est quelque chose qui aurait pu arriver. Je veux dire, c'est arrivé, c'est regrettable, mais on ne va pas remettre l'ensemble du processus électoral en discréditant la CEI par rapport à ce problème. Donc la CEI, à mon avis, fait son travail. Seulement, il y a des gens qui ne sont pas républicains et sans doute c'était connu d'avance. C'est pour ça, moi, j'en appelle à la mise en place d'une délégation spéciale
pour gouverner la ville de Ferké jusqu'à nouvel ordre. Oui, oui, jusqu'à organisation d'une nouvelle élection. En principe, mais comme pour l'instant, on n'a pas encore toute la donnée. On ne peut pas a priori appeler à une délégation spéciale, d'autant plus que la CEI n'a pas dit Félix, que... c'est sa solution. Oui, c'est sa solution, mais pour l'instant, ça c'est une solution. Félix, tout à l'heure, tu as dit que tu as utilisé une terminologie qui peut être mutée. Tu as dit il y a Koulibaly Aboulaye qui a été spolié. Adama. Koulibaly Adama qui a été... Tu as dit avoir été spolié de sa victoire. Tu dis Koulibaly Adama a été spolié de sa victoire. Alors il a gagné. Les choses ont été restées en justice, la justice a tranché et ils ont repris les élections. Or là, vous êtes dans un parti pris où vous dites M. Adama Koulibaly a été spolié de sa victoire. C'est vrai qu'il a gagné à nouveau les élections, mais il ne faut pas chercher à discréditer nos institutions de cette manière. Non. Personne ne discrédite les institutions. Personne ne discrédite les institutions. Alors, moi, j'aurais bien voulu que tu dises on va pas rester sur ça. Si on en arrive à une situation où les résultats ne sont pas... on ne peut pas proclamer les résultats, mais ça va de soi. La loi ivoirienne dit que si ce n'est pas possible, on met la zone sous administration provisoire. Dans ce cas, il faut retirer le mot spolié de sa victoire. Ah non, il a crié haut et fort. Et il a repris, il est allé aux élections et il les a gagnés. Mais ce n'est pas la preuve en est que s'il les a gagnés, ça veut dire que cette victoire... Alors lui, il ne peut pas crier qu'il a gagné, auquel cas, moi j'irai crier à tout bas pour dire que c'est moi qui ai gagné les élections. Même si vous n'avez pas été candidat. Ce qui est certain, ne qualifions pas ce qui s'est passé à Ferké depuis phénomène. Non, ce n'est pas un phénomène, c'est plutôt un phénomène. Il faut condamner cela pour que cela ne se répète plus. Oui, il y a quand même eu du feu. Et c'est assez regrettable. Je ne pense pas que l'enseignant l'ait dit pour je pense, minimiser... Non, je l'ai dit que c'est un acte regrettable et que je ne suis pas là pour minimiser le feu, les flammes incandescentes que j'ai vues là, je ne les minimise pas. Mais je dis simplement que ce phénomène-là, à lui seul, ne peut pas venir discréditer l'ensemble du processus électoral et que nous ferons mieux de féliciter la CEI qui a réussi à maîtriser le processus électoral jusqu'au moment où nous parlons. Une tache noire ne noircit pas l'ensemble du processus. C'est une tache sur l'ensemble. C'est moi qui une graine d'arachide peut gâter toute la récolte. A indiqué la dernière fois au candidat où il a été très ferme pour dire que cette fois-ci, il ne permettra pas à ce que la CEI soit attaquée. Donc attendons de voir alors, Jérôme. C'est plus simple. Bon. C'est plus simple. Merci, monsieur. On va passer au deuxième sujet, la COP28 qui se tient à Dubaï. Et cette conférence va faire un premier bilan mondial de l'action menée par l'ensemble des États pour se conformer à l'accord de Paris de 2015. Davis Oyo. La conférence des parties sur les changements climatiques COP28 s'est ouverte le 30 novembre 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Un rendez-vous pour tirer la sonnette d'alarme, une fois de plus, sur les dangers du dérèglement climatique. Entre autres, tremblements de terre, séismes, inondations, désertification, sécheresse, vagues de chaleur, incendies, pluies intempestives. Cette année encore, une vingtaine de pays, dont les États-Unis, la France et les Émirats arabes unis, ont appelé dans une déclaration commune à tripler les capacités de l'énergie nucléaire dans le monde d'ici à 2050 par rapport à 2020. L'idée, réduire la dépendance au charbon et au gaz, grand enjeu de cette COP. Justement, le président français Emmanuel Macron a insisté dans ce sens en invitant les pays du G7 à sortir du charbon avant 2030. L'Afrique est aussi présente à cette conférence internationale. Ce continent, considéré comme le moins polluant, mais qui paie le lot tribut des conséquences climatiques, veut se faire entendre pour amener les grands pollueurs à respecter leurs engagements. La Côte d'Ivoire y est également avec une délégation conduite par le vice-président Thiemoko Meïlé Koné. La rencontre de Dubaï suscite beaucoup d'espoir chez les militants de l'environnement en raison de son statut de pays pétrolier pour une adoption pérenne des comportements écologiques. Alors, monsieur, finalement, qu'est-ce qu'il faut attendre de cette conférence, la COP28 à Dubaï, Jérôme? La COP28 à Dubaï, on peut dire que c'est vrai, les différents COP avancent, peut-être à pas de tortue, mais il y a quand même quelques avancées. On se rappelle bien que la COP27 qui s'est tenue en Égypte, il était indiqué qu'on devait mettre en place un fonds pour compenser les pertes et dommages. Ça a été acté en Égypte. Et là, nous nous retrouvons à Dubaï. Tous les participants se mettent d'accord pour
mettre ce fonds en place. Il faut dire que le besoin des différents pays qui sont concernés s'élève à près de plus de 5 000 milliards de dollars. Donc, mais cette COP28 à Dubaï, quand même, a fait l'objet de beaucoup de critiques. Parce que les gens se sont dit que les défenseurs de l'environnement, les Émirats arabes unis, étaient des producteurs de pétrole et cela alimentait aussi le réchauffement climatique. Donc ça a suscité beaucoup de critiques, mais je pense qu'au finish, les différents participants se sont accordés, surtout sur les fonds qui seront mis en place pour compenser les pertes et les dommages pour les pays vulnérables. Bon, la question n'est pas quand même nouvelle. Peut-être le fonds... Oui, mais ça a été acté, mais comme l'a dit la présidente de la Commission européenne en Égypte, c'est des petits pas qui font à chaque COP on avance, Je pense que pour la COP 29, peut-être ce fonds qui a été acté, pour la COP 29, ce sera mis en place, pourquoi pas. Donc on attend pour voir. Bon, de toute façon, on a les intentions des différents pays, 420 millions de dollars donc, destinés pour le changement climatique. Les Émirats arabes unis annoncent 100 millions de dollars. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, finalement, tout le monde, tous les pollueurs. Mais Félix Bonnet, est-ce que vous êtes aussi optimiste que Jérôme? Moi, je ne me limite pas. Les intentions ne m'ont jamais convaincu parce que ça a toujours été le cas. Chaque fois qu'il faut aller poser des actes concrets, on reste toujours dans les intentions. Et n'oublions pas que la COP27, à la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, ça a été très difficile d'accoucher cette résolution d'aider les pays les moins pollueurs. Et depuis 12 mois se sont écoulés, il n'y a rien eu concrètement. Je me souviens que les pays africains se sont suffisamment battus. J'ai écouté certains chefs d'État, dont le nôtre, lorsqu'il y a eu la COP 15 en Côte d'Ivoire. Et je me souviens aussi des batailles du président du Sénégal, du président de l'Union africaine, tout ça pour que ces fonds-là éventuellement puissent être mis en œuvre. On est à la COP 28 en 2023 et c'est maintenant qu'on affiche encore des intentions. Moi, j'avoue que je reste un peu sceptique parce que, vous voyez, depuis le protocole de Kyoto, à l'accord de 97, à l'accord de Paris en 2015, les choses avancent difficilement parce que les grands pays, chacun craint pour le ralentissement de sa croissance industrielle et par rapport à cela, il ne s'engage pas réellement dans les décisions qui sont prises. Par contre, si vous ne vous engagez pas, alors que vous capitalisez, j'allais dire, le réchauffement climatique pour votre croissance industrielle, vous devrez pouvoir quand même prélever sur vos gros intérêts que vous obtenez pour pouvoir compenser quand même le tort que vous causez aux autres. Et ça devrait être des choses aussi faciles. Mais on reste toujours dans les intentions. On va se retrouver à la COP 29 l'année prochaine, qui s'annonce en Europe, sans doute en Allemagne, et on va encore revenir sur ces éléments. Vous verrez que 12 mois vont s'écouler, il n'y aura rien, ces intentions resteront toujours dans les intentions, et les petits pays continueront toujours de souffrir du réchauffement climatique. Et surtout que tous les pays sont au-delà de 1,5 degrés Celsius. Tous les pays sont au-delà. Le 1,5, souvenez-vous, au protocole de Kyoto, on en était à 5. À l'accord de Paris, on se retrouve à 2. Après, il y a une COP qui est revenue maintenant à 1,5. Jusqu'à maintenant, on n'a même pas encore pu atteindre la barre qu'on s'est fixée. Ça veut dire que ce sont des rencontres vraiment de beaux discours qui restent toujours dans les intentions. Saint-Claver. Bon, il faut dire que cette COP28-là, elle est beaucoup critiquée. L'objectif même, c'est d'atteindre d'ici 2030 la réduction d'émissions de gaz à effet de serre de 45% et à 0% d'ici 2050. Mais déjà, quand on écoute les organisations, les ONG et autres qui critiquent véritablement cette COP-là, on se rend compte que, en réalité, cette réunion, d'après ce que j'ai pu lire chez des confrères et les réactions de ces ONG-là, ce sommet représente un sommet de trop au cours duquel ceux qui se retrouvent, c'est vraiment pour essayer de passer des marchés de pétrole et autres. Parce que le président même de cette COP-là, Al-Jaber, il est le PDG de la plus importante compagnie pétrolière émirati. Les gens pensent qu'il ne faut vraiment pas attendre grand-chose de cette COP-là. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, moi je suis vraiment très peu optimiste parce qu'il n'y a vraiment pas de changement véritable. Aujourd'hui, on est à la COP 28.
qu'est-ce qui a changé véritablement? Quand on regarde aujourd'hui, on va vers une catastrophe climatique, rien ne change et des fonds ne sont véritablement pas mobilisés pour essayer de venir en aide aux pays qui polluent moins, comme il a si bien précisé tout à l'heure Félix Boni. Donc, notamment le continent africain, moins de 3%. Voilà, notamment le continent africain, je suis vraiment très peu optimiste. Moi, je n'attends absolument rien. Et quand je dis rien, vraiment rien, de la COP 28 qui se tient aujourd'hui à Dubaï. Je sens simplement qu'il y a des avancées politiques, mais dans la matérialisation, rien de concret. Parce que c'est en réalité depuis 2009 que des engagements ont été pris. Par exemple, à cette année-là, on avait dit que les pays les plus développés devraient débloquer 100 milliards de dollars chaque année. Nous, 14 ans plus tard, même pas 3 milliards de dollars ont été mobilisés. Et vous voyez, la symbolique même de la tenue de cette COP à Dubaï. Mais Dubaï, les Émirats, ce sont des pays artificiels, des pays qui ne vivent que du pétrole. Et donc, je trouve que ce n'est pas tout à fait. C'est une foire de dupes, en fait, cette COP-là. Parce que ça ne sera vraiment pas du tout respecté. Et moi, j'en appelle au gouvernement de Côte d'Ivoire de ne pas respecter les termes de cette COP. Parce que ce n'est pas au moment où la Côte d'Ivoire vient de découvrir du pétrole qu'on va vouloir s'inscrire dans un projet de COP et ralentir. Tout le monde sait que sans industrialisation... Oui, bien sûr, tout le monde sait que sans industrialisation, il n'y a pas de développement. Sans industrialisation, il n'y a pas de développement. Mais finalement, c'est justement ça la question. Oui. Comment l'Afrique qui a cette ressource... Il se trouve que la Côte d'Ivoire a la principale ressource pour amorcer son industrialisation. Élargissons. Et c'est en ce moment que les gens parlent de respect de la COP, des résolutions de la COP en diminuant la production de pétrole. Moi, allons au-delà de la Côte d'Ivoire. De ne pas respecter les termes de cette COP. Moi, je suis très d'accord avec... Mais alors, messieurs, élargissons aux autres pays de l'Afrique qui, oui, évidemment... Même les autres pays de l'Afrique... Ça ne sera pas respecté parce que j'ai vu le président Sassou Nguesso réunir, pas son gouvernement, mais une sorte d'assemblée populaire pour faire un nouveau programme sur le pétrole dans son pays. Ouais. Parce que son pays, c'est 90% des recettes d'exportation. Même les autres pays. Très bientôt, va devenir un grand pays producteur. Et c'est sur ce pétrole que nous comptons pour devenir comme les pays de Baleine qui est rentré officiellement en France. De ne pas respecter un seul article de cette résolution. Même le pétrole constitue l'une des causes des coups d'État dans le Sahel. C'est-à-dire même dans le Sahel, on découvre du pétrole. Nous aussi, on va produire en Afrique du pétrole pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Donc, je dirais que c'est toute l'Afrique qui découvre du pétrole qui ne va pas respecter les résolutions. Prenons le cas du Canada, même les États-Unis. Les États-Unis, à un moment, signent, mais ne ratifient pas. Le Canada, à un moment donné, a dû sortir même des accords pour pouvoir préserver ses intérêts. Si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, et je reviens, c'est vrai qu'on en sort, mais là, nous sommes sur un plateau et on est face à nos populations. Nous allons produire du pétrole pour que nous puissions relever notre niveau de vie. On ne va pas en ce moment dire que non, il faut changer. On parle d'énergie nucléaire, parce que là, c'est le nouvel engagement que les États prennent. L'énergie nucléaire qu'il faut tripler d'ici 2030. Mais l'énergie nucléaire, c'est vrai que c'est une énergie, on parle désormais d'énergie vertueuse, tout mais nous, on va continuer avec... C'est une énergie fossile aussi, l'énergie nucléaire. Le nucléaire, tout le monde ne peut pas disposer du nucléaire. Le nucléaire, ça va d'uranium. L'uranium, c'est une matière aussi rare que le pétrole. Mais je ne pense pas que si on veut tripler le nucléaire, ça va empêcher effectivement de réduire l'émission de gaz en effet de serre, d'autant plus que... Pour extraire l'uranium, il faut de l'industrie. Il faut de l'industrie pour extraire l'uranium. Ça veut dire qu'on restera toujours dans le système de l'énergie fossile et on va continuer toujours à se développer à partir de ces industries et personne ne pourra respecter. Donc ces COP sont des rencontres vraiment parfois. Moi, je n'y crois pas trop parce que ce sont des rencontres de businessmen qui vont se rencontrer et on essaie de saupoudrer au devant comme quoi on veut essayer de régler les problèmes du monde, mais on n'avance pas. Alors, comme l'a souligné Claver, le président de la COP est suffisamment critiqué parce que on s'est dit qu'il utilise cette COP-là pour pouvoir signer des accords au niveau du pétrole et du gaz. Il s'est défendu récemment, j'ai vu à travers des organes de presse, il s'est défendu pour dire non, c'était pas vraiment son intention, que lui travaille pour qu'on puisse réduire le réchauffement climatique. Mais je soutiens un peu Félix quand il dit que il faudrait que nous, au niveau de l'Afrique,
c'est maintenant que nous, on commence nos industrialisations au niveau de l'Afrique. Mais à cette COP, l'Afrique parle d'une même voix. L'Afrique demande 600 milliards de dollars pour investir dans l'énergie renouvelable. Non, mais c'est pour compenser. C'est la politique. C'est-à-dire que nous sommes dans une globalisation. Il ne faut pas te retirer comme ça d'un système qui est mis en place. Donc l'Afrique, puisqu'il y a un fonds qui sera mis à disposition des pays vulnérables, l'Afrique contient plus les pays vulnérables. D'accord, on prend d'abord Saint-Claver. Effectivement, tout à l'heure, la réaction de mon confrère Bakayoko m'a rappelé un commentaire sur la tenue de cette COP-là et les autres COP même qui vont suivre. J'ai vu ce commentaire dans lequel un internaute se disait qu'il ne faudrait pas que ces COP-là viennent poser leur veto sur l'industrialisation des pays africains qui commencent à découvrir des champs de pétrole et autres ici. Il ne faudrait pas que ce soit on aboutisse à une sorte de veto pour leur demander de réduire la production de leur pétrole et autres. Donc, je pense que ça doit aussi donner des idées aux pays africains pour essayer de mettre sur pied une certaine plateforme pour voir comment, à leur niveau, ces pays-là puissent gérer la question des gaz émissions d'effet de serre. Moi, je pense que l'Europe et l'Amérique se sont construits à partir du pétrole, d'une manière générale. Le pétrole et le charbon. D'abord le charbon, ensuite le pétrole. Et donc, il est du tour des Ivoiriens maintenant de profiter de ce pétrole-là que la Providence leur a donné en 2023. Donc, je ne serai pas d'accord que ces pays-là viennent faire obstacle à l'élan de développement que la Côte d'Ivoire va amorcer très bientôt. Et les compensations financières, on parle de 600 milliards de dollars qui vont représenter les compensations financières. Mais c'est une bonne nouvelle. La Côte d'Ivoire pourra profiter de ça. Parce que je sais que c'est ce que demande le continent africain. C'est ce que le continent... Tous les pays en place. C'est ce que l'Afrique demande. Mais c'est sans doute à dessein. Parce que s'il s'agit de mettre en place ce fonds-là, je suis sûr que les Européens ne mettront jamais en place ce fonds. Ce fonds ne sera jamais alimenté. Et donc la Côte d'Ivoire peut prendre ça comme alibi pour ne pas respecter les engagements. Parce que ce fonds ne sera jamais mis en place. Je vous l'ai dit, depuis 2009, ils ont promis de mettre en place 100 milliards par an. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont rien mis en place. Donc si en 2023, ils promettent de mettre en place 600 milliards de francs CFA et que c'est ça qui va constituer la compensation vis-à-vis des pays africains de renoncer à leur production pétrolière, je suis convaincu que ce fonds ne sera pas mis en place. Et donc, voilà un boulevard pour la Côte d'Ivoire de refuser de mettre en place, de respecter on peut dormir tranquille parce qu'on n'a pas le niveau de production du Yémen, des Émiratis et tout. Donc, ce n'est pas notre niveau qui va attirer l'attention des gens. Jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau où on va attirer l'attention, on aura développé notre pays. Donc, nous, on peut dormir tranquille. Je veux dire que il ne faudrait pas que ces genres de réunions, parce qu'on a la 28e conférence sur le réchauffement climatique. 28e, ça fait 28 ans, puisque chaque année, d'ailleurs même, je crois, 29 ans, parce qu'il y a une année, par rapport à la Covid, ça va être décalé. Donc, 29 ans de réflexion et 29 ans où on n'a pas du tout avancé. Si vous prenez la première COP qui a été organisée jusqu'à la dernière aujourd'hui, ce sont les mêmes idées qui sont ressassées chaque fois, qui sont répétées et qui n'ont jamais été mises en œuvre concrètement. Il n'y a pas eu d'acte concret. Et les grands pays industrialisés ont toujours, rusé avec les décisions qui ont été prises. Et ils vont continuer à ruser parce que les industriels, c'est eux qui sont les lobbies dans les différents pays et c'est eux qui tiennent les pouvoirs dans ces différents pays. On va continuer ainsi. Et ce n'est pas nous, nos petits pays qui commencent à être industrialisés, qui vont venir s'aborder leur industrialisation alors que les plus gros eux-mêmes ne respectent pas. Oui. Jérôme voulait réagir? Non, ça va. Okay. Saint-Claver, est-ce que justement vous pensez à une sorte d'alternative du continent? Vous pensez, comme l'enseigné Bakayoko l'a dit, que l'Afrique doit plutôt être sourde, en fait, c'est ce que l'enseigné voulait dire, à toutes ces COP et continuer de se développer comme si de rien n'était, alors que si quand même. Être sourd, j'allais dire, c'est un peu trop dit. C'est un peu trop dit quand même, mais il faudrait que les pays africains amorcent
leur développement à travers la production de produits pétroliers, mais en mettant sur pied un certain nombre de dispositions pour éviter comment dirais-je, de gaz à effet de serre. Il faudrait que les pays africains, ils songent aussi. Il ne faudrait pas qu'on se jette dans la recherche et la production de façon effrénée de produits pétroliers. Bon, il nous reste plus beaucoup de temps. Donc, ma solution, c'est que l'Afrique ait sa COP. Voilà. C'est-à-dire qu'on ait la conférence africaine pour la lutte contre le réchauffement climatique. On a eu la COP 15 à Abidjan, avec l'appel d'Abidjan, qui a quand même rendu les solutions endogènes. Il y a 3 types de COP. Il y a la COP sur la biodiversité, la COP sur la désertification, ça c'est la COP 15. Je parle déjà des solutions à partir d'Abidjan, et vous le savez, c'était assez proche de nos réalités. Il faut qu'on ait une COP africaine sur ces différents sujets. Absolument. Pour réfléchir. C'est ce que j'appelle une plateforme. C'est ce que j'appelle une plateforme tout à l'heure. Ça n'a pas les mêmes réalités quand même avec Je suis d'accord qu'il faudrait qu'il y ait une COP africaine. Et parce que effectivement, le désastre écologique, il est là, il est flagrant. Vous voyez, toute la côte, tout le littoral ivoirien est aujourd'hui touché. Mais je pense qu'on ne pourra pas compter sur l'extérieur pour financer la lutte contre ce désastre écologique-là. Ce n'est que par notre propre budget, nos propres politiques, nos propres programmations budgétaires que nous allons pouvoir gérer ce problème-là. C'est pour ça que j'ai dit que la Côte d'Ivoire doit continuer à produire son pétrole, à avoir beaucoup d'argent et à prendre les métiers. Oui, pour la symbolique, parce que nous faisons partie de la communauté internationale et pour protéger notre littoral à partir de nos propres programmations budgétaires, pas celles qui vont venir de l'extérieur. Ne vivons pas en autarcie, soyons avec les autres, réfléchissons ensemble, mettons ensemble un fonds africain pour la lutte contre ces problèmes et puis luttons contre ces problèmes sur notre continent. Les Européens réfléchissent ensemble. Les grands pays industrialisés, ils réfléchissent ensemble. Oui. Et puis nous aussi en Afrique, on doit réfléchir à nos problèmes. Donc on va tirer ce qu'il faut tirer comme leçon de là-bas. On réfléchit sur ce qui est africain. Et puis on a nos solutions africaines. Merci. Alors merci, c'est terminé. Messieurs, Félix Boni, Jérôme Dri, Saint-Claveoula, Lansine Bakayoko, merci pour ce soir, c'est terminé. Une émission réalisée par l'ENPOCA. Merci à toutes les équipes techniques autour. Tout de suite, le journal de 20h avec Marie-Laure Ngoran. À dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse.